Bonjour à tous. Bienvenue à ce nouvel épisode du balado Disrupted, le balado sur les perturbateurs endocriniens et leurs effets. Donc, mon nom est Madeleine, je suis avec Zabado et Larissa. Et aujourd'hui, de quoi on parle, Zabado? Aujourd'hui, nous allons essayer de parler de l'effet des perturbateurs sur l'hypophyse. Donc, c'est comme Madeleine disait, nous sommes ravis de vous faire part de ces petites notions qui pourront vous permettre sans doute de pouvoir prévenir certaines pathologies liées à l'effet des perturbateurs endocriniens. De prime abord, notre petite présentation pour vous éclairer s'articulera autour du plan suivant. Nous allons d'abord définir un système endocrinien, ensuite définir un perturbateur endocrinien, définir une hormone, passer en revue les différentes familles des hormones, ensuite parler des principales glandes endocriniennes, parler aussi des différentes hormones produites par la post-hypophyse et leur action, aborder la notion des différentes hormones produites par l'anté-hypophyse et leur action, et nous terminerons par le vieillissement du système endocrinien. J'espère que les internautes sont confortablement installés depuis leur position, car nous allons essayer de voir certaines notions pour mieux se prémunir. Pour le premier point de notre présentation, intitulé la définition du système endocrinien. Le système endocrinien, le système immunitaire et le système nerveux sont un ensemble de systèmes qui permet ou encore assure l'équilibre de l'organisme. Dans notre jargon, on parle plus de l'homéostasie. L'homéostasie, c'est la constance du milieu intérieur. Le système endocrinien a des fonctions complexes et diverses à travers les glandes et les hormones qu'il produit. Ces hormones jouent ces hormones essaient de jouer chacune un rôle déterminant pour la santé et le bien-être. La glande endocrinienne et les hormones qu'elle produit permettent à notre organisme de s'adapter aux changements environnementaux. Elles permettent aussi des ajustements métaboliques se produisant en réponse à différentes exigences nutritionnelles. Exemple, la faim, la famine, l'obésité. À ce niveau, on parlera plus du métabolisme qui est composé de l'anabolisme et le catabolisme. Il faut noter aussi que le système endocrinien est vraiment essentiel à la fonction de reproduction. Ça veut dire que sans le système endocrinien et certaines hormones, la reproduction qui assure la pérennité de l'espèce sera presque impossible. Le système endocrinien est une fois de plus encore indispensable au développement normal du corps et du cerveau. À ce niveau, souvent, quand le développement du cerveau n'est pas vraiment à son point, nous pouvons avoir des pathologies telles que l'autisme ou l'Alzheimer. Le système endocrinien agit aussi sur la croissance et la maturation des organes excréteurs. Donc, à travers les différentes fonctions et rôles que je viens de citer, il est clair et déterminant que le système endocrinien est essentiel
dans la réalisation de nombreuses fonctions biologiques et physiologiques importantes, telles que la fonction de nutrition, la fonction de croissance, la fonction de reproduction. Et toute déficience à ces niveaux peut entraîner un déséquilibre de la constance du milieu intérieur dont je parlais tant qui est l'homéostasie. Cela peut entraîner des maladies et voire même la mort. L'endocrinologie est la science qui étudie la physiologie et la pathologie des glandes à sécrétion interne et de leurs produits que sont les hormones. Voici de façon un peu ramassée ce qu'on peut dire sur ce premier point qui est le système endocrinien. Je ne sais pas si les autres ont quelque chose à ajouter avant qu'on ne continue. Oui, moi j'aurais une question par rapport à toutes ces définitions-là. Est-ce que selon vous, on en parle assez au quotidien? Est-ce que c'est quelque chose qu'au quotidien, dans les journaux, dans les médias ou juste dans les discussions, est-ce que c'est pas quelque chose que seulement nous qui sommes dans ce domaine-là, on connaît? Bon, je peux essayer de faire ressortir le fait que c'est plus ceux qui sont un peu dans le domaine qui s'intéressent à ces notions. Et je me dis aussi que pour pouvoir comprendre ce dont nous sommes en train de parler, il y a forcément des prérequis nécessaires. Par exemple, quelqu'un qui a plus eu un parcours littéraire, même si la personne va comprendre ce dont nous parlons, il faut que la personne s'efforce vraiment à écouter et peut-être à avoir à côté un dictionnaire pour mener des recherches. Mais par contre, ceux qui ont fait une série scientifique peuvent comprendre le sujet sans souci. Maintenant, c'est vraiment dans le domaine de la recherche que c'est plus abordé. Les médias aussi qui abordent ces genres de sujets sont plus les médias à but scientifique. Toi, Larissa, est-ce que c'est quelque chose que tu parles dans tes soupers de famille, le système endocrinien? Je juste voulais ajouter une petite chose, mais je crois que tu as très bien dit dans votre intro que le système endocrin est très lié au restant du corps. Et je crois que quand on discute les hormones et le système endocrin, beaucoup de temps, c'est très isolé. On parle d'une hormone, d'une action, quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment lié à le restant du santé. C'est très important qu'on a ces discussions qu'on n'oublie pas que quelque chose qui impacte un hormone ou quelque chose comme ça va avoir beaucoup d'effets à des autres systèmes. Et je crois que c'était très bien dit dans votre intro. Alors, merci pour ça, parce que c'est facile d'oublier que, oui, on étudie quelque chose de très spécifique, mais il y a beaucoup de repercussions, j'oublie le mot en français, dans le restant du corps. Et il ne faut pas qu'on oublie ça. C'est vrai. C'est vrai, puis même que ça me fait me demander si on en parle assez aussi à l'école quand on a des cours de biologie dès le secondaire, dans notre cas au Québec. Mais maintenant que j'y repasse, maintenant que je suis vraiment dans ce domaine-là, c'est sûr que je l'ai vu beaucoup dans mes cours, mais au-delà de ça, quand j'étais plus jeune, je me souviens pas avoir vraiment eu une bonne aperçu de l'équilibre dont tu parlais, Zabado, puis de à quel point une fluctuation d'hormones peut mener à des conséquences. Fait que peut-être que nos institutions, nos programmes scolaires devraient plus en parler pour qu'après ça, le public en général soit capable de vraiment avoir un œil critique sur les informations qui ressortent, les nouveaux médicaments qui ressortent, parce que de savoir ce que ça peut avoir comme effet sur notre corps, ça nous aide à avoir un meilleur jugement critique, je pense. En tout cas, bon, c'est à partir de ma troisième année de faculté que j'ai plus eu vent de cette notion de l'homéostasie, de l'équilibre, de la constance du milieu intérieur et bien d'autres. Mm-hmm.
Et Donc, d'ailleurs... nous allons... Non, vas-y, Zabado, c'est bon. OK. Nous allons passer au prochain point de la présentation qui est la définition d'un perturbateur endocrinien. Donc, à ce niveau, nous pouvons noter qu'un perturbateur endocrinien est un mélange de molécules auxquelles un organisme est exposé. Ce mélange de molécules peut avoir des effets délétères sur cet organisme ou sur sa descendance à travers les 6 axes hormonaux principaux au plan physiologique que nous avons et peut mieux aller même jusqu'à l'échelle moléculaire. Et c'est à partir de 1991 que le terme perturbateur endocrinien a apparu suite à un colloque qui a été organisé aux États-Unis d'Amérique. Toujours en disant qu'un perturbateur endocrinien est un ensemble de molécules auxquelles un organisme est exposé pouvant avoir des effets délétères sur cet organisme et sur sa descendance. Donc, après 1991, en 1996, il y a eu toujours un colloque, mais cette fois-ci du côté de l'Angleterre, pour encore une fois de plus attirer l'attention sur la dangerosité des effets des perturbateurs endocriniens que certains ignorent, mais qui existent et peuvent avoir vraiment des conséquences si on les néglige. Donc, toujours dans cette continuité de l'historique des perturbateurs endocriniens, nous avons l'Environmental Protection Agency, EPA, qui a proposé ensuite une autre définition, mais un peu à caractère mécanistique, qui stipule que un perturbateur endocrinien interfère avec la production, la sécrétion, le transport, le métabolisme, la liaison, l'action ou l'élimination des hormones naturelles responsables du maintien de l'homéostasie et de la régulation des processus de développement. Cette définition est un peu une définition, comme on le disait, à caractère mécanistique qui a plus une connotation physiologique. Ensuite, l'OMS, de son côté, en 2002, a qualifié un perturbateur endocrinien comme étant une substance exogène ou un mélange qui altère la ou les fonctions du système endocrinien et par voie de conséquence cause un effet délétère sur la santé d'un individu, sa descendance ou des sous-populations. Donc, à ce niveau, on peut essayer de caricaturer l'effet des perturbateurs endocriniens. Je vais prendre 4 niveaux. C'est comme le premier niveau, nous avons le cerveau. Le deuxième niveau, nous avons l'hypothalamus. Le troisième niveau, nous avons l'hypophyse. Et le quatrième niveau, nous avons les glandes. Donc, le signal peut soit être externe à l'organisme ou soit être interne à l'organisme. Dès que le signal est donné à partir d'une stimulation provenant du cerveau, ça va agir au niveau du deuxième niveau qui est l'hypothalamus. L'hypothalamus, à son tour, à travers des récepteurs, va essayer de réceptionner ce message, l'analyser et envoyer ce message à un troisième niveau qui est l'hypophyse, qui va ensuite, à son tour, analyser le message, envoyer ensuite le message au niveau des glandes, qui sont le quatrième niveau, qui vont sécréter des hormones, soit en quantité suffisante, soit en quantité insuffisante, afin de permettre le fonctionnement de l'organisme. Maintenant, un perturbateur endocrinien est capable de s'insérer dans cette cascade de mouvements afin soit de bloquer cette cascade de mouvements, soit de l'inhiber, soit de mimer cette cascade de mouvements. C'est ce qui fait que nous parlons de terme perturbation. Perturbateur endocrinien perturbe une cascade de mouvements
destinés à agir sur un organe cible afin que l'organe cible puisse sécréter à son tour des hormones aux besoins de l'organisme pour son fonctionnement. Je ne sais pas si les autres ont quelque chose d'autre à ajouter. Ben moi, je pense souvent à le fait que les hormones, on fait souvent une image, on va dire que c'est comme des messagers. Le perturbateur endocrinien, moi, des fois, je me dis c'est un peu comme le pourriel, le message trompeur qu'on reçoit qui va nous faire croire que le bureau de la GRC attend de nos nouvelles, sinon on va s'en aller en prison. Mais que c'est faux, puis que si on clique sur le lien, ben, ça va déclencher justement une série de problèmes qui vont nous affecter. Pour moi, un perturbateur endocrinien, dans cette image-là de message, c'est un peu comme un pourriel. Je ne sais pas si Laurie a quelque chose à ajouter. Honnêtement, j'adore cette liaison et je ne peux pas faire mieux. Alors, pas vraiment. Je crois que c'est parfait. Il faut dire qu'il y a comme les différents niveaux. Beaucoup de fois, quand on pense aux perturbateurs endocrines, il y a celles qui comme, immédiatement impactent l'organisme et celles qui prennent beaucoup de temps et peut-être a des impacts quand on veut faire la reproduction ou même les enfants plus tard dans le cycle de vie. Alors, je crois qu'on peut même continuer le pourriel quand tu cliques et ça juste ferme ton ordinateur ou il y a un virus et ça juste ça attend quelque chose comme ça. Mais j'aime beaucoup ce lien que Madeleine a proposé. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, le prochain point, c'est la définition d'une hormone qu'on a tant prônée. Qu'est-ce qu'une hormone? Une hormone du grec hormone signifie j'actionne, j'excite, je mets en mouvement. Donc, les hormones sont des messagers chimiques qui sont déversés dans la circulation sanguine par une source qui est principalement une glande. Ces hormones sont ensuite transportées par le sang à partir de leur lieu de synthèse vers une cellule où se produit sous l'action de cette hormone une stimulation ou une inhibition par l'intermédiaire d'un récepteur pour délivrer un message que la cellule va exécuter. L'organisme produit des hormones très diverses qui peuvent être classées en 3 groupes selon leur nature biochimique. Donc, cela nous permet de passer directement au prochain point qui sont les différentes familles des hormones. La première famille des hormones est appelée les hormones peptidiques qui sont de taille et de structure très diverses. Dans cette famille, nous avons des hormones produites par l'antéhypophyse, les parathyroïdes, le pancréas, ainsi que les hormones activatrices de l'hypothalamus. La deuxième famille des hormones sont appelées les hormones stéroïdes, qui sont des lipides synthétisés à partir du cholestérol. Ces hormones sont hydrophobes, c'est-à-dire qu'ils peuvent facilement traverser les membranes plasmiques et doivent normalement se lier avec des protéines plasmatiques pour circuler dans le sang. La dernière famille des hormones est appelée la famille des hormones monoaminées. Comme son nom indique, sont dérivés des acides aminés. Précisément la tyrosine et la tryptophane, qui sont des molécules de petite taille. Donc, en récapitulatif, ce qu'on peut retenir ici, la première famille des hormones, les hormones peptidiques, et la dernière famille, les hormones monoaminées, sont des hormones qui ont leurs récepteurs à l'extérieur, c'est-à-dire au niveau de la membrane plasmique. Et
lorsque le message doit arriver au niveau de l'organisme, c'est plus au niveau de la membrane plasmique qu'on a les récepteurs que le message va agir. À la différence des hormones stéroïdes, qui sont des hormones qui ont les récepteurs à l'intérieur du noyau. Et ça fait que ces hormones sont facilement perméables, c'est-à-dire que peut traverser la membrane plasmique. À ces titres d'exemple pour les hormones stéroïdes, nous avons la grande famille des hormones responsables de la reproduction. Et par exemple, quand on prend chez un homme, nous avons plus le cholestérol qui est, si on peut dire, le moteur à l'origine de la fabrication de l'hormone thyroïdienne masculine. Donc, si le cholestérol que le garçon ou que l'homme de sexe masculin consomme est de mauvaise qualité, il va de soi que les spermatozoïdes qui vont découler de la formation grâce aux hormones seront de mauvaise qualité parce que le cholestérol qui a été utilisé ou consommé par cet individu est de l'huile de mauvaise qualité. Donc, à ce niveau, nous allons demander aux hommes de sexe masculin qui nous suivent de faire très, très attention à la qualité du cholestérol qu'ils consomment, car leur santé reproductive est liée à la qualité du cholestérol qu'ils consomment. Je ne sais pas si les autres ont quelque chose d'autre à ajouter. Ben moi, je vais en profiter pour faire un petit clin d'œil à nos auditeurs que notre logo, en fait, qu'on peut retrouver dans le bas à gauche de notre écran, c'est justement inspiré des hormones stéroïdiennes dont tu viens de parler. Là, donc, les 4 cycles qu'on voit, ça représente une hormone stéroïdienne. Donc, c'est pour vous montrer à quel point c'est important pour l'étude des perturbateurs endocriniens, la structure justement de ces hormones-là. Parce que qu'est-ce qui fait qu'un perturbateur endocrinien peut souvent mimer cette hormone-là? C'est comment que l'hormone d'origine est structurée et comment la molécule synthétisée en laboratoire va trop lui ressembler et donc va passer pour cette hormone-là dans le fond. Et quelque chose que j'ai pas vraiment réalisé quand j'ai commencé en ce domaine est que les hormones eux-mêmes peuvent être les perturbateurs endocrines. Par exemple, quand on prend des médicaments de thyroid hormone, ça peut aller dans l'environnement et même si c'est, oui, c'est vraiment le thyroid hormone, c'est ce que le corps expecte, mais ça peut avoir des conséquences graves pour l'organisme, commencer le développement, influencer le système immunitaire, des choses comme ça. Alors, ça ne doit pas être comme des mimiques ou des autres choses qui impactent les systèmes et les hormones. Ça peut être même les hormones eux-mêmes qui ne sont pas censés d'être là, qui impactent l'organisme aussi. C'est vrai. C'est vrai, surtout que des fois, on a des déchets qui se retrouvent dans l'environnement. Donc, nous, on prend l'hormone pour nous, c'est ce que le médecin nous a recommandé, c'est bon pour nous. Mais après, mettons, dans nos urines, ça se retrouve dans les eaux usées. Et là, ben, il y a une concentration trop forte là, de ces hormones-là qui se retrouvent là. C'était pas censé être concentré comme ça. Fait que là, ça peut affecter notre environnement. Et effectivement, c'est un bon point, Larissa, merci. Okay. Donc, le prochain point de la présentation est articulé sur les principales glandes endocrines. Donc, les principales glandes endocrines sont l'hypothalamus, l'hypophyse, la thyroïde et les glandes parathyroïdes, les glandes surrénales, le corps pinéal, le thymus, qui sont strictement endocrines, tandis que le pancréas et les gonades sont des glandes mixtes. Ensuite, le prochain point de la présentation est intitulé les hormones de la post-hypophyse et leur action. Donc, c'est comme je le disais, lorsque le signal part du cerveau, l'hypothalamus reçoit le signal, analyse le signal
envoie un autre message à l'hypophyse. Il faut noter qu'à ce niveau, l'hypophyse est divisée en deux parties. Nous avons la post-hypophyse et l'anté-hypophyse. La post-hypophyse est utilisée plus pour stocker des hormones qui sont préfabriquées, tandis que l'anté-hypophyse sécrète et produit de façon continuelle les hormones. Donc, nous allons plus parler à ce niveau de la post-hypophyse, les hormones qu'elle sécrète et leur action. La première hormone de stockée au niveau de la post-hypophyse est appelée l'hormone antidiurétique ou la vasopressine. Généralement, c'est une hormone qui intervient qui influence plutôt le fonctionnement rénal. L'hypersécrétion de l'hormone antidiurétique peut causer le diabète insipide. La vasopressine ou encore l'hormone antidiurétique favorise l'équilibre des électrolytes et la tension artérielle. À ce niveau, on peut dire que c'est grâce à cette hormone antidiurétique qui entraîne généralement la variation de la couleur de nos urines. Il arrive qu'il y a des moments, quand on part pour uriner, on sent que l'urine peut avoir une couleur qui tend un peu vers le jaune clair. Et il y a des moments aussi, on sent que l'urine a une couleur qui tend vers le blanc sale. Donc tout ça là, c'est dû à l'action de cette hormone qu'on appelle l'hormone antidiurétique ou encore la vasopressine. La deuxième hormone stockée au niveau de la post-hypophyse est appelée l'ocytocine. Et généralement, l'intervention de l'ocytocine est plus perceptible chez le sexe féminin à travers surtout la production de lait pendant l'allaitement et favorise la contraction utérine pendant l'accouchement. Donc, en récapitulatif, au niveau de l'hypophyse, précisément la post-hypophyse, qui est un endroit de stockage des hormones préfabriquées, sont utilisées principalement la vasopressine, influençant le fonctionnement rénal, et l'ocytocine, qui joue un rôle dans la production de lait et favorise aussi la parturition ou encore l'accouchement chez une femme gestante. Je ne sais pas si les autres ont quelque chose à ajouter. On s'éloigne un petit peu de mon domaine. Comme j'étudie la glande mammaire, j'ai rien à ajouter. Je pense que tu as très bien présenté ça, Zabado. Oui, moi aussi. D'accord. Donc, nous allons passer plutôt aux hormones de l'antéhypophyse et leur action. Nous allons essayer de caricaturer ces hormones-là de la tête vers le bas. Donc, à ce niveau, nous avons le corps pinéal. Le corps pinéal. Le corps pinéal, anatomiquement, est situé au niveau du cerveau. Et ce corps pinéal sécrète une hormone qu'on appelle la mélatonine. Et cette mélatonine est une substance qui favorise ou qui régularise le cycle du sommeil. Cela fait que la mélatonine est une substance dont la concentration sanguine aussi suivant un cycle diurne. Elle atteint son maximum pendant la nuit, entraîne alors la somnolence et son minimum aux alentours de midi. Donc, c'est ce qui fait que généralement, la nuit, à cause de cette hormone, facilement, on peut s'endormir. Par contre, durant la journée, du fait que le taux de cette hormone baisse dans le sang, cela fait qu'on a du mal à pouvoir
siester à midi. Quelqu'un qui dort généralement à midi, c'est que vraiment la personne est certainement hyper fatiguée. La deuxième famille d'hormones sécrétées par l'antéhypophyse, nous avons nommé ça les hormones de la glande thyroïde. La thyroïde, c'est la plus grande glande endocrine située au niveau de la trachée et qui a une forme de papillon. Les hormones thyroïdiennes sont considérées comme des hormones métaboliques. Ça veut dire qu'ils interviennent aussi dans la nutrition en favorisant soit l'anabolisme, soit le catabolisme. Ils sécrètent deux types de sous-hormones qu'on appelle la T3 et la T4. Et généralement, une insuffisance de la sécrétion d'hormones thyroïdiennes peut jouer sur la croissance. C'est-à-dire une insuffisance de sécrétion d'hormones thyroïdiennes entraîne ce qu'on appelle le nanisme. Ça veut dire quelqu'un qui est trop petit. Et une hypersécrétion de l'hormone thyroïdienne entraîne aussi ce qu'on appelle le gigantisme. Ça veut dire quelqu'un qui est très grand. Donc, la sécrétion de l'hormone thyroïdienne veut plutôt un équilibre afin que l'organisme puisse bien fonctionner. Il faut noter aussi à ce niveau que nous avons les parathormones qui sont aussi des éléments de la glande thyroïde qui permettent de maintenir l'équilibre calcique dans le sang et a un effet antagoniste à celui de la calcitonine. La diminution du taux sanguin de calcium provoque sa libération et l'hypercalcémie linéaire. Tout ce qu'on vient de dire de suite a un lien avec la sécrétion de l'hormone thyroïdienne. Et comme je sais qu'il y a des spécialistes dans ce domaine dans le groupe, je vais les laisser aussi agir. Merci bien. J'avais une question à propos de la mélatonine. Je ne suis pas un expert, mais je suis une étudiante et le dormir est très important. Est-ce que tu sais, est-ce qu'il y a des exemples des perturbateurs endocrines qui peuvent disrupter la production de mélatonine ou disrupter dormir? Est-ce que vous avez des exemples de ça? Je sais. J'ai envie de dire la caféine. Oui, oui. Bon, mais nous sommes des étudiants, on a aussi besoin de caféine. Bon, pour le moment, en tout cas, je n'ai pas en tête vraiment une hormone spécifique pouvant perturber le fonctionnement de la mélatonine. Plutôt un perturbateur endocrinien spécifique pouvant perturber le fonctionnement de la mélatonine. Je n'ai pas ça en tête. Je ne sais pas si Madeleine a... Moi non plus, ça me dit rien, mais puisqu'il existe des comprimés de mélatonine en pharmacie, peut-être que c'est parce qu'effectivement, il y a des gens qui vont vivre avec des carences. En même temps, je sais que ça va aussi avec notre rythme de société. Les gens veulent dormir
plus profondément, mais moins longtemps. Donc, je pense que je sais pas si les suppléments, c'est juste à cause de notre rythme de vie, le fait qu'on vit avec beaucoup de luminosité, même le soir, ou s'il existe une certaine carence qui peut être provoquée par des perturbateurs humains. Ça pourrait être intéressant de se renseigner plus en profondeur sur ça. Oui, aussi, je sais que, par exemple, chez nous, en Afrique, il y a des médicaments que lorsque tu les prennes, ça te donne envie de dormir. C'est-à-dire, tu ne fais que passer le temps à dormir. Maintenant, on ne sait pas si ces molécules de médicaments que le patient a pris contiennent peut-être des petites doses de mélatonine qui favorisent le fait que ce patient-là passe le temps à dormir. Je serais curieuse de savoir comment, si ces médicaments se rendent dans l'environnement, comment ça affecte les animaux et les organismes là-bas et si ça change leur rythme et le reste. Mais, honnêtement, je ne sais pas, mais c'est juste une question. J'étais curieuse. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, nous allons continuer. La prochaine glande est appelée le thymus. Il faut noter qu'anatomiquement, le thymus est situé dans le thorax, à l'arrière du sternum. De grandes dimensions sur l'enfant, cette glande diminue de volume avec l'âge pour être de taille réduite aux extrêmes. Elle fabrique des hormones qui jouent un rôle essentiel dans le développement des lymphocytes T et dans l'établissement de la réponse immunitaire. Donc, à ce niveau, il faut noter que le thymus est une glande qui sécrète des hormones qui aident plus l'organisme à se défendre. Parce que qui parle du thymus fait allusion au système immunitaire, alors que le système immunitaire est composé d'un ensemble d'éléments qui favorisent l'organisme à se défendre face à certains agresseurs. La prochaine glande est appelée la prolactine. La prolactine est une hormone qui agit sur les seins pour favoriser la croissance d'une part des glandes mammaires et stimuler d'autre part la synthèse du lait. La prolactine favorise l'arrêt des règles pendant la grossesse et à la sensation de plaisir pendant et après l'orgasme. Je ne sais pas si Madeleine a un peu quelque chose à ajouter comme c'est son domaine. La prolactine va... Non, en fait, tu as tout dit. Tu as tout dit. La prolactine favorise la croissance des glandes mammaires, effectivement. Et c'est justement quelque chose qu'on étudie beaucoup pour voir s'il y a des perturbations, parce que la croissance de la glande mammaire, si elle se fait avec des problématiques, peut mener justement à des cancers du sein. Donc, c'est souvent en fonction de la progression du développement et selon les hormones qui agissent aux différentes étapes du développement qu'on va étudier les effets de certains perturbateurs endocriniens. Ok, la prochaine hormone sont, ou les prochaines hormones sécrétées sont liées à la glande surrénale. Anatomiquement, il faut savoir que les glandes surrénales sont situées juste au-dessus des reins. Et les glandes surrénales sont composées de deux parties. Nous avons la médulla surrénale et le cortex surrénal. À ce niveau, nous avons trois sous-groupes d'hormones qui sont sécrétées. Nous avons en premier sous-groupe les minéralocorticoïdes, en l'occurrence l'aldostérone, qui régule les concentrations d'électroniques en synergie surtout avec l'hormone antidiurétique, c'est-à-dire favorise l'équilibre des ions sodium, des ions potassium qui sont dans le sang, sans oublier le liquide extracellulaire. Le deuxième sous-groupe d'hormones produits par les glandes surrénales sont les glucocorticoïdes
qui influencent le métabolisme de la plupart des cellules de l'organisme et contribuent à leur résistance face aux différents stress que nous avons. C'est également à ce niveau que les hormones sexuelles du cortex surrénalien sont produites en petite quantité tout au long de la vie. Ensuite, nous avons le dernier sous-groupe d'hormones sécrétées par les glandes surrénales qui sont la médullosurrénale, qui sont composées des cellules de la médullosurrénale qui peuvent emmagasiner de très grandes quantités de catécholamines. Attendez par catécholamines l'adrénaline et la noradrénaline qui sont plus sollicitées lorsque un individu est face à ou qui sont plus sollicités lorsqu'un individu est stressé. La prochaine hormone sécrétée par le pancréas sont l'insuline et le glucagon. L'insuline et le glucagon, qui sont des hormones sécrétées par le pancréas, sont d'une part hypoglycémiantes, c'est-à-dire que c'est l'insuline à travers son action d'hypoglycémie va agir sur les métabolismes glucidiques, protidiques et lipidiques en augmentant le niveau d'utilisation du glucose et en diminuant son taux sanguin. Quant à la deuxième hormone qui est le glucagon, qui est l'opposé de l'insuline, va agir au sein de l'organisme lorsque nous avons une quantité insuffisante de sucre et va prendre ainsi le nom d'hormone hyperglycémiante car il provoque la libération du glucose du foie lorsque le glucose est en quantité insuffisante. La dernière famille maintenant des hormones sont sécrétées par l'antéhypophyse, sont les hormones gonadiques. Ces hormones sont plus reconnues dans leur régulation au niveau des hormones sexuelles à l'origine de la reproduction. Nous avons l'hormone lutéinisante ou la LH chez la femelle ou chez le sexe femelle, stimule la sécrétion d'oestrogène, de progestérone, stimule également l'ovulation et la formation du corps jaune, toujours en synergie avec la FSH. Chez le sexe mâle, l'hormone lutéinisante ou encore la LH va stimuler le développement des cellules interstitielles dans les testicules, favorise également la production de la testostérone qui joue un rôle déterminant dans la formation des spermatozoïdes. Ensuite, nous avons la FSH, toujours une hormone gonadique qui, chez le sexe femelle, provoque la maturation des follicules, mais ne peut pas déclencher l'ovulation à elle seule. Pour déclencher l'ovulation, il faut l'intervention de la LH que nous venons d'expliquer tantôt. Toujours la FSH, cette fois-ci chez le sexe mâle, stimule la spermatogénèse. Donc, en récapitulatif, les gonadostimulines ou encore les hormones gonadiques sont identiques chez les deux sexes, mais leur action est différente chez l'homme et chez la femme. Je ne sais pas si les autres ont quelque chose à ajouter. Ben, je veux comme pas vendre ton punch qui s'en vient dans la dernière section que tu as préparée, mais on a parlé de différentes hormones, mettons chez la femme, qui vont avoir un effet sur le cycle. Mais ce qu'on va voir avec toi tout à l'heure, c'est qu'il arrive un moment dans la vie où la femme va entrer en ménopause et le cycle va changer, s'arrêter. Ça, c'est à cause de l'âge, si je me trompe pas. Effectivement.
Donc, il faut noter aussi que lorsque les concentrations des hormones sont trop élevées, il y a un rétrocontrôle négatif qui va entraîner une inhibition de la sécrétion par les glandes. Mais lorsque cette concentration est trop basse, il y a un rétrocontrôle positif qui va entraîner une activation de la sécrétion par les glandes. Donc, il faut dire que l'hypophyse, à travers son action de contrôle positif et de rétrocontrôle négatif, permet de pouvoir avoir ou encore de maintenir une constance, un équilibre des hormones qui circulent dans le sang. Nous allons passer au dernier point de notre présentation qui est dénommé le vieillissement du système endocrinien. Il faut noter à ce niveau que l'exception faite des troubles liés à leur hyposécrétion ou à leur hypersécrétion, la plupart des glandes endocrines fonctionnent sans heurts jusqu'à la fin de la vie. Le vieillissement peut faire varier la fréquence de la sécrétion hormonale. La sensibilité des récepteurs des cellules cibles aux hormones ou à la vitesse de la dégradation et de l'excrétion des hormones. Cependant, il est difficile d'étudier le fonctionnement endocrinien des personnes âgées car il est souvent perturbé par les maladies chroniques qui frappent ce groupe d'âge. Le vieillissement du système nerveux modifie la structure de l'antéhypophyse. La quantité de tissus conjonctifs augmente, la vascularisation décroît, le nombre de cellules hormonopoïétiques diminue. Le taux de l'hormone de croissance diminue au cours des années, ce qui explique en partie l'atrophie musculaire. Les changements structuraux liés au vieillissement. La concentration plasmatique d'aldostérone diminue de moitié chez la personne âgée, mais cela est peut-être imputable aux reins qui, devenus moins sensibles aux stimulus, libèrent moins la rénine. Le vieillissement fait subir des changements marqués aux gonades et particulièrement aux ovaires. À la fin de l'âge mûr, les ovaires deviennent insensibles aux gonadotrophines et leur taille ainsi que leur masse diminue. L'arrêt de la production des hormones femelles par les ovaires met fin à la capacité de reproduction et apparaissent alors les troubles associés à la déficience en estrogène, notamment l'artérosclérose et l'ostéoporose. Chez les représentants de l'autre sexe, c'est-à-dire le sexe mâle, la production de testostérone ne diminue pas avant un âge très avancé. La tolérance du glucose, c'est-à-dire la capacité d'éliminer efficacement une charge en glucose, commence à se détériorer dès la quarantaine. La glycémie, qui est la quantité de sucre se trouvant dans le sang, monte plus haut et revient lentement à la normale chez la personne âgée que chez le jeune adulte. La synthèse et la libération des hormones thyroïdiennes diminuent quelque peu au cours des années. Les glandes parathyroïdes changent peu au cours du vieillissement et la parathormone conserve une concentration normale. Néanmoins, les femmes ménopausées, déjà menacées par l'ostéoporose, sont plus sensibles aux effets déminéralisants de la parathormone que les oestrogènes ne le sont plus pour contrer. Donc, on peut noter que le vieillissement du système endocrinien, si on ne fait pas attention, aboutit à ce qu'on appelle les physiopathologies, c'est-à-dire les maladies liées au vieillissement du système endocrinien. Je ne sais pas si les autres ont d'autres points à ajouter.
Ça donne pas envie de vieillir, en tout cas. Mais C'est pas un point nécessairement directement pour ça, mais je juste veux dire que quand j'ai pris mes cours en undergrad sur les hormones, j'aurais bien voir cet épisode. Juste, c'est un très bon summary de beaucoup d'informations qui sont très intéressantes et très, oui, ça couvre beaucoup de points que j'aimerais savoir avant de prendre ces cours. Alors, oui, c'est très intéressant. Les hormones sont très intéressants. Et oui, moi aussi, je veux pas devenir vieille. est-ce qu'on sait si, en vieillissant, justement, on a des façons de, 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 de vérifier l'état de notre système endocrinien? Dans le fond, on peut observer des symptômes là, de ce qui se passe, mais est-ce que il existe des tests qu'on peut faire pour voir si notre thyroïde continue de bien sécréter ses hormones ou que nos gonades continuent de bien sécréter ses hormones? Est-ce qu'on sait s'il existe des tests pour les personnes âgées? Oui, je pense qu'il y a des tests. Par exemple, je sais que à travers un prélèvement sanguin dans un tube sec, on peut doser toujours la quantité d'hormones thyroïdiennes se trouvant chez un patient et comparer à la norme pour voir si le résultat du dosage du patient en question est dans la fourchette qui respecte la quantité d'hormones sécrétées. Il est de même que chez, il va de soi plutôt avec les hormones gonadiques. Par exemple, pour savoir même si quelqu'un a le cancer de la prostate, c'est plus le PSA qu'on dose. Donc, à ce niveau aussi, on peut essayer de doser la FSH, la LH, pour toujours voir si le résultat du dosage correspond toujours à la fourchette dédiée à la quantité de sécrétion d'hormones gonadiques, c'est-à-dire la FSH, la LH, l'estradiol et la testostérone, pour voir si vraiment le patient est toujours en bonne santé. Il y a des tests pour ça. Mm-hmm. Là, tu parles de la fourchette de la moyenne des gens, mais si en vieillissant, j'imagine que cette fourchette-là, elle change. Donc là, on est encore dans la moyenne, mais ça veut pas dire qu'on a des taux. Est-ce que ça veut dire la moyenne, c'est pas des taux suffisants pour le bon fonctionnement du système ou on essaye quand même d'avoir un taux qui permet le fonctionnement du système endocrinien? Bon, ce que vous avez dit là, par exemple, la plupart du temps, les examens cliniques que nous réalisons, il y a ce paramètre au niveau de l'appareil. Si la personne est un enfant ou si la personne est une personne âgée. En plus de ces paramètres, l'appareil nous demande aussi si la personne est de sexe mâle ou si la personne est de sexe femelle. Donc, c'est en fonction de ces paramètres et de ces fourchettes qu'on peut véritablement dire que la quantité d'hormones sécrétées par un patient X est vraiment en quantité insuffisante ou la quantité sécrétée par un patient Y est en quantité excessive. Les paramètres de l'appareil permettent clairement de savoir si en tout cas la quantité permet à la personne d'avoir un équilibre hormonal authentique. Mais c'était vraiment très intéressant, Zavado. On voit énormément qu'il y a vraiment un équilibre dans le corps humain. C'est impressionnant de voir que l'organisme, il fait tout ce travail-là de lui-même sans que nous, on ait à intervenir. Est-ce que vous avez des dernières pensées pour notre auditoire, des choses à retenir? Bon, avant de clore cette émission, c'est peut-être attirer l'attention de l'auditoire
à faire généralement les bilans d'examen de santé. Généralement, dans un bilan de santé, il y a tous ces paramètres qu'on dose. Et ça permet vraiment de suivre son état de santé et de pouvoir même prévenir certaines pathologies dès qu'ils sont détectés très tôt afin d'éviter des complications dans le futur. Donc, tout réside au niveau des examens ou encore des bilans de santé. En quelque sorte, c'est comme une révision de notre corps humain, quoi. Chez les Gingins, nous parlons de révision. Chez nous, on va parler de bilan de santé afin de connaître vraiment son état de santé. Maintenant, je ne sais pas si au niveau même de l'auditoire, il y a des questions. J'en ai pas reçu, on en aura peut-être plus tard. Larissa, est-ce que tu avais une dernière idée à nous donner? Je voulais juste remercier Zabado. Moi, j'existe dans le monde des thyroid hormones, alors c'est de bonnes pratiques et très intéressant et important de penser un peu plus à le corps entier et tous les systèmes et comment ils interactent parce que c'est facile, je crois, de juste étudier une chose et oui, mais cette chose est partie d'un corps entier qui est très lié et oui, alors j'aime ces discussions parce que c'est très facile de juste regarder comme ça, mais il y a beaucoup d'autres systèmes et c'est important de se souvenir de ça. C'est comme l'image du iceberg où on voit juste ce qui est à l'extérieur, mais qu'en dessous de l'eau, il y a toute une grande partie de glace. Bon, ben super. Merci à vous deux d'avoir été là aujourd'hui. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés en live et tous ceux qui nous écouteront en différé sur YouTube. D'ailleurs, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre grâce à la page Facebook du CIAP, sur la plateforme Twitch, encore une fois, du CIAP, et sur notre page YouTube pour les vidéos en différé pour la suite. Donc, on vous remercie encore une fois d'être là aujourd'hui et on vous dit à la prochaine.